8h40 sur I24 et à Tel Aviv, on va tout de suite prendre la direction de la Pologne. Depuis l'arrivée au pouvoir des conservateurs en Pologne en octobre dernier, le ton n'a pas cessé de monter entre Varsovie et Bruxelles. Bruxelles qui ne voit pas d'un bon œil le virage à droite opéré par les nouveaux responsables polonais. 2 réformes controversées sont dans le viseur des instances européennes, l'une sur le fonctionnement du tribunal constitutionnel, l'autre sur la nomination des dirigeants des médias publics qui fait redouter une mainmise du pouvoir sur l'information. On écoute. Chers membres, la Cour constitutionnelle est une institution très puissante en Pologne. Elle fonctionne bien et a prononcé un jugement pas plus tard qu'aujourd'hui. Elle continue actuellement son travail. J'aimerais ajouter, chers membres, que le conflit autour de la Cour institutionnelle en Pologne est un conflit politique et non légal. En conséquence, la solution ne peut être que par le biais d'un compromis politique en Pologne. C'est une question interne qui ne concerne que le pays. Et on rejoint tout de suite à Paris Christian Mallard, le consultant diplomatique d'I24 à Paris. Christian, bonjour. Alors, il a donné quoi, ce grand oral polonais à Strasbourg hier ? Si vous voulez, la Pologne, elle concerne tout le monde. Jusqu'à présent, ça a été quand même considéré comme le bon élève de l'Europe. Alors, elle est au banc des accusés, en effet, pour 2 raisons précises. C'est que le nouveau gouvernement de cette droite pure, dure, ultra-conservatrice, nationaliste, elle veut contrôler, en effet, tous les pouvoirs de la Cour constitutionnelle, mais aussi, elle veut contrôler les médias, l'information. Et là, il y a beaucoup de Polonais qui disent ça suffit. Alors, l'Europe, au milieu de tout ça, l'Union européenne dit il y a une dérive autoritaire qui est contraire à l'état de droit et à la démocratie. Et puis l'Union européenne veut sanctionner la Pologne sur à la fois son droit de vote, mais aussi sur son accès aux fonds européens. Le problème, vous le savez, c'est que pour sanctionner un pays, par exemple comme la Pologne, qui se défend bec et ongle, il faut qu'il y ait l'unanimité des 28. Or, il y a un pays voisin, la Hongrie, de Viktor Orban, qui dit « Nous viendrons au secours de la Pologne, pas question de la laisser se faire sanctionner ». En effet, les 2 pays sont quand même très voisins au niveau de la politique. Alors, au milieu de tout cela, on a quand même un véritable problème, c'est que la chancelière allemande, Angela Merkel, qui jusque-là était, si vous voulez, capable de recoller les morceaux, elle est affaiblie, elle ne fait plus l'unanimité, et puis il y a le tandem franco-allemand qui est aux abonnés absents. Alors, ça pose problème pour une Europe qui s'est longtemps reposée sur l'axe franco-européen, puis qui est aujourd'hui, il faut le dire, ça a été dans la presse, toute la presse en a parlé hier, qui est complètement disloquée par le problème des migrants et du terrorisme. Alors justement, merci Christian, et on va reparler de cette crise de migrants qui continue de provoquer une onde de choc en Europe, choc politique, mais choc culturel également. L'opinion publique allemande est encore traumatisée par les tentatives de viol au soir de la Saint-Sylvestre à Cologne. On va faire le point en images avec Maëlle Benoliel et on rejoindra notre correspondante en Allemagne ensuite. L'homme serait âgé de 26 ans et d'origine algérienne. Il a été interpellé dans un foyer de demandeurs d'asile à Kerpen. Soupçonné d'agression sexuelle la nuit du Nouvel An à Cologne, c'est la première interpellation liée au fait qui scandalise l'Allemagne depuis le 1er janvier 2016. Lors des perquisitions, un téléphone portable a été retrouvé. Il aurait été dérobé lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Le colocataire du suspect, un demandeur d'asile algérien de 22 ans, a aussi été arrêté. Les 2 hommes ont été placés en détention provisoire par le parquet de Cologne. Au total, les violences commises la nuit du 31 décembre 2015 ont donné lieu à 766 plaintes, dont 497 pour des faits d'agression sexuelle. Une vague de violence attribuée à des jeunes hommes originaires du Maghreb et d'autres régions du monde arabe. Ces agressions ont relancé le débat sur la politique d'immigration portée par la chancelière Angela Merkel, alors que l'Allemagne a vu affluer plus d'1 million de demandeurs d'asile en 2015. Personne ne parle d'une fermeture totale de nos frontières. Il s'agit pour nous de ne pas laisser n'importe quel migrant être dans notre pays de façon incontrôlée. Nous voulons faire appliquer cela. Rappelez-vous, la constitution allemande et la loi sur la demande d'asile ne permettent pas d'accepter de demandeurs d'asile venant de pays voisins en paix. Cela doit être refoulé. Ce n'est pas une invention de l'Union chrétienne sociale en Bavière. C'est établi dans la loi allemande. Ces derniers pourraient perdre leur droit de rester outre-Rhin en cas de condamnation par la justice, même pour une peine avec sursis. Une mesure souhaitée par Berlin qui durcit le ton.
Voilà donc pour le point sur les faits. On prend la direction de l'Allemagne à présent. Nous sommes en ligne avec Fanny Steyer, notre correspondante sur place. Fanny, bonjour. Est-ce que le gouvernement allemand est entré dans une sorte de course contre la montre pour faire adopter des lois permettant finalement d'expulser les immigrés marocains, algériens ou du moins de les placer dans des centres de rétention en attendant leur expulsion? Oui, alors ce qu'on sait, c'est que la coalition gouvernementale en Allemagne, donc les chrétiens démocrates et les sociodémocrates ont été assez divisés ces dernières semaines. Maintenant, ils sont tous d'accord sur une chose. Ils veulent faire effectivement reconduire à la frontière les délinquants étrangers. Et ils veulent également que la Tunisie, le Maroc et l'Algérie aient le statut de pays sûr pour que les réfugiés qui viennent de ces pays ne puissent pas obtenir si facilement que ça le droit d'asile en Allemagne. Ce qu'on sait aussi, c'est que Angela Merkel compte gérer cette situation. Elle a vraiment durci sa position la semaine dernière. Elle veut l'expulsion des immigrés qui ont été condamnés par la justice, même s'ils ont une peine avec sursis. Alors voilà, on a assisté à plusieurs volte-face de la part du gouvernement allemand. Des statistiques officielles ont montré que près de 40% des Marocains enregistrés sur la liste des demandeurs d'asile avaient commis des actes criminels ces derniers mois. Il y a donc une véritable urgence à agir. Qu'est-ce que les médias allemands, la population de façon plus générale, dit quant à cette déclaration, ces récentes déclarations d'Angela Merkel? Eh bien, effectivement, la plupart des Allemands veulent que le flux de réfugiés, quelle que soit leur origine, ralentisse fortement pour faciliter une bonne intégration des réfugiés qui sont déjà en Allemagne. Pour la plupart des électeurs, Angela Merkel doit absolument gérer de façon urgente le dossier des réfugiés pour que l'Allemagne ne perde pas la face. On a vu depuis les agressions sexuelles à Cologne du 31 décembre sur les réseaux sociaux une énorme vague d'hostilité contre les réfugiés. Il y a même eu des agressions contre 4 étrangers à Cologne le 10 janvier suite à cette vague d'hostilité sur les réseaux sociaux. Donc voilà, l'Allemagne est vraiment, c'est vraiment un débat très important. Et c'est sans parler du mouvement Pegida qui prend de l'ampleur. Merci beaucoup Fanny Steyer d'avoir été avec nous ce matin. Direction à présent l'Est ukrainien, en proie ces derniers temps, vous le savez, à de nombreux combats violents. Je vous propose de regarder le portrait de ce soldat atypique. Malgré sa pratique de la religion juive de façon orthodoxe, Asher Tcherkassky a souhaité s'engager pour défendre son pays. Daniel Atlan. Avec sa longue barbe et sa tenue de camouflage, impossible de rater Asher Tcherkassky au milieu de la foule. À 45 ans, il a passé le plus clair de sa vie à élever ses 3 enfants dans les traditions du judaïsme orthodoxe. Mais la guerre dans l'est de l'Ukraine a tout changé. Originaire de Crimée, il devient un combattant de la première heure. Lorsque la péninsule est annexée par Moscou en 2014, il n'hésite pas à tout quitter pour rejoindre les forces ukrainiennes dans leur lutte contre les séparatistes. Si je quitte le pays, je pourrais échapper au combat. Mais comme je suis un citoyen ukrainien, je dois me battre et j'en ai envie. L'engagement de Tcherkassky résonne comme une évidence, mais son parcours reste atypique. Peu de juifs orthodoxes ont rejoint les combats. Ils redoutent un service militaire qui pourrait venir entraver leurs pratiques religieuses. Mais lui a appris à s'adapter. J'ai essayé de respecter les règles juives sur la ligne de front. J'ai dû manger du poisson en conserve et des flocons. Il devient très vite un des visages du conflit, le trait d'union entre différentes communautés qui considèrent l'Ukraine comme la mère patrie. Une popularité qui lui permet d'entrer en politique. Sa nouvelle bête noire, la corruption. En ce moment, nous devons défendre le pays ici, sur la ligne de front, parce que malheureusement, nous ne voyons pas de changement dans le combat contre la corruption. Et l'ancien combattant en est convaincu, la lutte contre la corruption est l'autre guerre de l'Ukraine. Voilà donc pour ce portrait, notez cette information qui vient de nous parvenir. 5 morts, c'est le bilan provisoire donné par les autorités pakistanaises après l'assaut dans une université du nord-ouest du pays. L'établissement a été bouclé, la police a déployé des véhicules blindés. Voilà donc pour cette information dont on dispose pour l'heure. On passe tout de suite à l'essentiel de l'actu internationale en bref et en images. Confirmation de l'État islamique, Jihadi John a bien été tué en novembre 2015 par une frappe aérienne sur son fief de Raqqa dans l'est de la Syrie. Daesh
qui a libéré hier 270 des 400 otages de Deir ez-Zor et qui a publié dans sa revue un hommage aux auteurs des attentats de Paris du 13 novembre dernier. Les actes anti-musulmans ont triplé en 2015. Les actes antisémites sont restés à un niveau élevé. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve dans une interview au quotidien à La Croix, paraître aujourd'hui. Le bilan qui témoigne d'une nouvelle crispation sur les questions religieuses et communautaires en France. Jamais un chef de gouvernement socialiste en exercice n'y avait mis les pieds. Manuel Valls est attendu au Forum économique de Davos, en Suisse. Les 2500 participants du forum, dont 1500 patrons d'entreprises, pour la plupart multinationales, discuteront des perspectives de la 4e révolution industrielle. C'est le thème du forum. Et on accueille sur ce plateau Virginie Belaïch. Bonjour Virginie, on va parler d'une personnalité. En mai 2014, il était forcé à la démission à l'issue d'un psychodrame comme la droite française en avait rarement vécu. Après 18 mois de silence, il retour à la vie publique de Jean-François Copé. Oui, un retour à la vie publique savamment orchestré, calé au millimètre, pensé et réfléchi comme une opération séduction. C'est ce qu'on appelle en politique une séquence. Il le sait, Jean-François Copé, la route sera longue. L'enfant terrible de la droite qui ne cachait pas ses ambitions élyséennes pour 2022 ne fait l'objet d'aucune mise en examen, mais son nom reste accolé à l'affaire des factures de la société Big Malion. Il a choisi France 3 hier soir. L'ex-président de l'UMP y a fait sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, adaptation du célèbre divan d'Henri Chapier, son mea culpa. Il reconnaît ses erreurs. Il admet qu'il était devenu parfois une caricature de lui-même. Alors pour son retour, le député maire de Meaux a choisi une émission intimiste. Pas de public ostentatoire qui applaudit et répond à un chauffeur de salle, un cadre de confessionnal. Il est revenu sur son parcours, ses origines, ses fêlures. L'objectif était clair, fendre l'armure pour celui qui doit reconquérir les Français. Je vous rappelle qu'en décembre 2012, selon un sondage IFOP pour Paris Match, il recueillait 71% d'opinions défavorables. Alors cette émission de Marc-Olivier Fogiel, elle s'inscrivait dans une campagne de communication beaucoup plus large. Oui, évidemment. La semaine dernière, il était à la une de Valeurs Actuelles, une façon d'abord de parler aux électeurs de son propre camp, puisque l'hebdomadaire est aujourd'hui, il a le vent en poupe, c'est l'hebdomadaire de la droite libérale. Aujourd'hui sort en librairie son livre, Le Sursaut français, chez Stock, où il revient sur son parcours, sa famille, mais aussi son élection très controversée à la tête de l'UMP. Et jeudi soir, il sera sur BFM TV, l'invité de Rutel Krief. Des interventions parcimonieuses, choisies avec soin pour celui qui s'est beaucoup exposé médiatiquement à ses dépens. Alors justement, on va aller plus loin dans cette exposition médiatique. Nous sommes en ligne avec Clélie Mathias. Bonjour, vous êtes journaliste, auteur de « On n'est jamais mort en politique » de Mitterrand à Sarkozy. Alors dans le cas de Jean-François Copé, cette diète politique de 18 mois, c'était une option ou une obligation? Bonjour. Est-ce que c'était une option ou une obligation de revenir comme ça médiatiquement? Je pense que c'était à la fois pour nous, pour les Français, on va dire que c'était une option, pour lui c'était une obligation. Je pense qu'il ne s'est jamais vu retiré du jeu politique. Un homme politique, quand il entame sa carrière, il a en tête qu'il ira jusqu'au bout. À moins que leur cœur ne cesse de battre, c'est très très rare pour les hommes politiques de renoncer, malgré des échecs, des renvois de ministères, des problèmes d'affaires ou des défaites électorales. C'est très très rare qu'un homme politique renonce, surtout en France. C'est une exception culturelle française. En France, quand on est politique, on est jusqu'au bout. Donc là, je pense que pour lui, c'était une obligation de revenir. Il a choisi son tempo médiatique. Il a fait une cure de silence qui a duré un peu plus de 18 mois. Il écrit un livre, il se confesse, comme vous l'avez dit, dans une émission intimiste. Voilà, il fait son mea culpa. Il dit voilà, attendez, j'ai pris du recul. J'ai fait une cure de silence, vous ne m'avez pas entendu, ça m'a donné le temps de réfléchir, de prendre la mesure de mes erreurs. Voilà, tout ça est calculé quand même, parce que les Français aiment bien qu'il y ait une sorte de... Alors, c'est calculé parce que finalement, Jean-François Copé, il n'a jamais caché ses ambitions présidentielles. Est-ce qu'aujourd'hui, et au regard des exemples que vous avez traités, notamment dans votre livre, il peut encore y croire? Alors, on n'est jamais mort en politique, c'est le titre de mon livre, je pense que c'est très vrai. Il a fallu 3 fois à François Mitterrand pour devenir président de la République. Il a fallu 3 fois à Jacques Chirac pour devenir président de la République. On a vu des comebacks hallucinants. Enfin, souvenez-vous, Alain Juppé, après les affaires, les emplois fictifs, il a été condamné, il est parti au Québec. Ensuite, donc il y a de l'espoir pour Jean-François Copé. Maintenant, il tente encore. Donc Jean-François Copé,
Le problème, c'est qu'il n'a jamais caché ses ambitions et il le veut toujours. Ça fait partie intégrante de son système et de lui. Après, ce qu'il pourra, c'est autre chose. Et rendez-vous donc dans la présidentielle, il y a une primaire. Dans quelques mois. Merci beaucoup Clélie Mathias pour ces explications. Alors Virginie, justement, ce comeback médiatique, il tombe 7 mois tout juste avant le début de la primaire. Oui, très rapidement, la primaire, elle va se tenir du 20 au 27 novembre prochain. Et à quelques jours de la sortie du livre événement Nicolas Sarkozy, eh bien, c'est encore Alain Juppé qui fait la course en tête avec 38% d'intention de vote au premier tour. Il remporterait la primaire. Il est devant l'ancien président de la République. Il est également très loin devant François Fillon, Bruno Le Maire avec 12% d'intention de vote, Nathalie Kosciusko-Morizet 4%, Nadine Morano 2%, Jean-Frédéric Poisson 2% et Hervé Mariton 1%. C'est encore là Alain Juppé qui fait la course en tête. Merci beaucoup Virginie pour ce point. Restez avec nous juste après un nouveau journal. On se penchera sur ce qui se passe à Davos. C'est the place to be pour les chefs de gouvernement et pour nous aussi, vous allez le voir dans quelques instants.